Le 28 août 2003, dans la ville de Erie, dans l'état de Pennsylvanie aux États-Unis, Brian Douglas Wells, un homme de 43 ans, est appréhendé par la police suite à un braquage dans une banque. Il est menotté au milieu de la route, bombe à retardement au cou, qui cette dernière va exploser. Mais comment on en est arrivé là ? Bonjour à toutes et à tous. Je me suis déterré à faire une vidéo pour le 31 octobre alors que de base je voulais faire une vidéo tous les 13 du mois. Mais en fait j'ai eu tellement de retours positifs, j'ai eu tellement de visibilité avec ma nouvelle vidéo que ça m'a donné grave envie de reprendre. Comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, je vais faire beaucoup moins de vidéos sur les histoires vraies qui ont inspiré les films d'horreur. Je vais quand même un petit peu continuer d'en faire parce que c'est quand même cool et intéressant. Mais parfois, comme ça, je tombe sur des petites histoires que j'ai envie de raconter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler d'un cas très semblable à Saw. Mais si vous avez quand même envie que je vous parle de Saw, c'est une saga de films qui a commencé en 2005. La plupart des films, voire je crois la quasi-totalité, ont été réalisés par James Wan. C'est un très gros réalisateur, il a quand même réalisé tous les films autour du couple Warren, donc les Conjuring, Annabelle, La Nonne, etc. Mais il a aussi réalisé des films comme Inside Use ou Megan. Il faut savoir qu'à la base Saw c'était un court-métrage qui a plu à énormément de personnes et qui du coup a donné un premier film, puis ensuite toute une saga qu'on connaît aujourd'hui. Mais comme je dis toujours, je suis pas ici pour parler de cinéma, mais de l'histoire. Non, du coup, pas l'histoire qui a inspiré. Mais je suis ici pour parler de l'histoire de Brian Douglas Wells, un homme de 43 ans qui vivait une vie assez paisible. Il vivait seul avec ses 3 chats. Ses voisins le décrivaient comme un homme gentil, calme, avec un comportement assez enfantin. Parfois, quand il était joyeux, il tapait des petits pas de danse, par exemple, vraiment comme un enfant. C'était un homme quand même assez excentrique et tout le monde l'appréciait pour ce trait de caractère-là. Les seuls liens sociaux qu'il avait, c'était ses chats, ses collègues et les quelques prostituées qu'il voyait de temps en temps. Le jour du drame, donc le 28 août 2003, vraiment un mois après ma naissance, tout est lié. Il se lève, il se prépare et il va au taf. Il travaille dans une pizzeria nommée... J'allais dire Pizza de la Mama. Non. La Mamia Pizza. Toute la matinée se passe plutôt normalement, il fait ses commandes par-ci par-là, il prépare des pizzas, vraiment nickel. Jusqu'à ce qu'on arrive aux alentours des 13h30, le patron de la pizzeria reçoit un appel. Le gars à l'autre bout du téléphone, il a l'air un peu perdu, ses propos sont pas trop corrects, et du coup le patron décide de passer le téléphone à Brian. Brian étant habitué et professionnel, il comprend assez rapidement la commande du client. Les pizzas sont prêtes, Brian s'apprête à faire la livraison et se rend à l'adresse donnée. Il se retrouve dans un coin de la ville assez éloigné, il y a très peu d'habitations. J'en ai marre. Il se retrouve dans un coin assez éloigné de la ville, et les personnes qui l'accueillent n'ont pas l'air hyper chaleureuses. Au début, il pensait qu'ils n'allaient pas le payer, mais apparemment, la pizza non plus, ils en voulaient pas trop, hein. Ils vont donc s'en prendre à Brian, et vont lui mettre un collier autour du cou. Collier qui va être en fait une bombe à retardement. Ils lui donnent alors quelques feuilles, sur ces feuilles il y aura des instructions, et ils lui disent que s'il a envie de survivre, de trouver la clé du collier, il va falloir qu'il suive les instructions de A à Z et sont branchés. Ils ajoutent que si quiconque pose une question sur ce qui se passe, il aura juste à dire que c'est un groupe de noirs qui l'a agressé et qui l'ont obligé de faire ça. Est-ce que je suis obligé de préciser que les 3 personnes sont vraiment bien blanches? La conversation alors se termine lorsqu'il lui donne une canne qui est en fait un fusil dissimulé. Il lui dit ensuite qu'il doit partir, que ça commence maintenant, et qu'il n'a qu'une heure pour faire ce qu'il faut. D'ailleurs, ça va lui être rappelé sur les feuilles qu'il aura qu'une seule heure. Dans les documents qu'il va recevoir, il y aura écrit on te suit, on t'observe, on sait ce que tu fais, ne dérape pas, t'as qu'une heure pour le faire, etc. Vraiment gros coup de presse. Et parmi ces documents, il y a aussi des mots pour la police et la banque. C'est vraiment un petit recueil de documents de 9 pages. Le truc, il est plus complet qu'une notice Ikea. Sa première quête est donc de rentrer dans une banque et de voler 250 000 $. Brian fait bizarrement preuve d'un sang-froid extrême, genre il rentre dans la banque comme si ne rien n'était, il était super calme. Vraiment il se bat dans la banque, petit collier Prada, petite canne Pasotti. D'abord il fait la queue comme tout le monde, comme un homme civilisé. Et après il se dit qu'en fait non, il a peut-être qu'une heure pour le faire, donc vaut mieux
Malheureusement pour lui, il va pas réussir à avoir les 250 000 $, il va récupérer que 8 000 $. Le truc c'est que même avec le sac, avec 8 000 $ dedans, en sortant de la banque et tout, il reste calme. On dirait qu'il a fait ça tous les jours, genre sa prochaine étape est de se rendre au parking du McDo qui est juste à côté de la banque. Et il va récupérer un indice qui se trouve en dessous du caillou. Sauf qu'à ce moment-là, faut pas oublier qu'il a dérobé 8000 balles dans une banque. Donc la banque a appelé la police, ils sont sur leur chemin. Et quand il va reposer le caillou, en fait la police va arriver et va l'arrêter tout simplement. Et à ce moment-là, on est aux environs de 15 heures. Une fois menotté et immobilisé, Brian va dire au policier qu'il a en fait une bombe autour du cou. Oh yeah, j'ai baillé. On dirait que j'ai pleuré, je suis au bout de ma vie. La police va leur prendre une distance de sécurité et vont tous pointer leurs armes sur Brian. C'est vrai que c'est vraiment le bon plan. Le mec dit qu'il a une bombe autour du cou et c'est seulement à partir du moment où toutes les armes sont pointées sur lui que Brian va commencer à stresser. L'équipe de démineurs pendant ce temps ont été appelés. Avec tout le grabuge qu'ils ont fait là au niveau de la route, les démineurs derrière eux ils sont bloqués dans les bouchons hein. Et c'est à ce moment-là que Brian dit qu'en fait c'est un groupe de noirs du coup qui l'ont agressé, qui lui ont mis le collier et qui lui ont obligé à voler cette banque. La bombe commence à biper, Brian stresse de plus en plus, il demande à ce que la bombe se fasse retirer. La police aussi elle a peur parce que les démineurs ne sont pas là. Ils n'ont pas le matériel adéquat pour retirer la bombe, et ne sachant pas de quel type de bombe c'est, ils ne savent pas à quelle distance ça va exploser et tout, ça se trouve même la police elle est en danger. Donc là vraiment autour de la bombe il y a tout le monde qui stresse, c'est... Wow. Panique générale, alerte, alerte. Et là, la bombe explose. Au final, c'était pas une très grosse explosion, la police n'a eu aucune égratignure au final. Mais du coup, le pire là-dedans, c'est que l'explosion n'était même pas assez forte pour tuer Brian sur le coup. On raconte qu'il a respiré pendant un petit moment après l'explosion. Ça veut dire qu'il est mort en souffrance en fait, genre vraiment l'explosion aurait pu le one-shot. Non. Vraiment, cette histoire me fait de la peine. Genre, le mec, il vit sa best life et tout, tranquille avec 3 chats. Il reçoit un appel étrange à la pizzeria, il fait une livraison bizarre. Et le mec finit mort en plein milieu d'une route à cause d'un collier explosif, genre. Mais on parle de Brian, mais on peut parler aussi de la famille et du deuil hyper compliqué qu'ils ont dû avoir. Parce que là, on va arriver sur l'enquête après, mais sachez que l'enquête, elle a duré longtemps. Et en plus, ils voulaient analyser la bombe qu'il avait autour du cou. Mais pour retirer la bombe, ils ont dû... Brian. Du coup, la famille n'ont pas pu faire un enterrement comme ils auraient voulu et tout. C'est vraiment horrible. De plus, l'histoire a été hyper médiatisé. En fait, le fait qu'un mec vole une banque... Parce qu'en fait, la police, quand ils ont été interpellés pour la banque, ils savaient pas encore qu'il avait une bombe autour du cou. Les journalistes, ils étaient en mode « Oh là là, il y a quelqu'un qui a volé une banque, la police court après. Vite, 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 filme tout en live. » Sauf que ce qu'ils ont eu en live, c'est pas juste une arrestation, c'est une putain de mort. Le FBI va donc prendre les choses en main, ainsi que la police locale. Ils vont fouiller son appartement de fond en comble, ne donnant sur pratiquement pas grand chose. Il faut savoir qu'il y a un ami et collègue de Brian, Robert Pinetti, qui a été interrogé suite à la mort de Brian. Et il a été très étrange, genre comme s'il avait peur de quelque chose. Et il est retrouvé mort quelques jours plus tard d'une OD dans son appartement. Est-ce que c'est un suicide? Est-ce que c'est un meurtre? On ne sait pas. On dit aussi que Brian et Robert aimaient énormément les jeux d'argent et que c'est possible qu'ils aient eu une grosse dette et que du coup ils cherchaient un moyen de la rembourser. Mais les deux familles, que ce soit celle de Brian ou de Robert, disent que c'est clairement pas leur type de comportement. Alors oui, on sait, lorsqu'il y a toutes les accusations, tout le monde dit « Non, mais je le connais, il fait pas ça ». Mais Brian et Robert, je vous rappelle, ils avaient vraiment une vie tranquille avant, surtout Brian. Les dettes n'ont pas été répertoriées, genre ça se serait su quand même. Tout à l'heure, j'ai dit que les fouilles dans l'appartement de Brian n'ont pas donné à grand chose. En fait, l'une des seules choses qu'ils ont trouvé intéressante, c'était la liste des prostituées qu'il fréquentait. Genre carrément une liste avec leur nom, numéro de téléphone et tout. Et du coup ça c'est étrange de faire ça, pourquoi tu fais ça mon ref? Et du coup ils ont interrogé toutes les prostituées qu'il y avait sur la liste pour savoir s'ils savaient des choses sur Brian que la famille ne saurait pas. Et ils sont tombés sur une prostituée où son petit ami travaille dans l'explosif et que chez lui il avait clairement de quoi faire des bombes.
Mais cette piste va être très rapidement oubliée parce qu'ils ont trouvé aucun lien entre Brian et cette prostituée, ou Brian et le petit ami de cette prostituée. Mais ils ont eu une autre piste avec une autre prostituée, et celle-ci s'appelle Jessica ou Psych. Jessica fréquentait un certain Kenneth Barnes, ou Barnes, je sais pas comment on dit. C'était un petit Gilos dans le Tchekar. Il louait la plupart du temps son appart pour que les Et en fait, il louait plusieurs fois son appartement pour que les prostituées puissent accueillir leurs clients. Vraiment bizarre de faire ça. Et The Kenneth était dans un groupe de gens qui étaient tous aussi malveillants les uns que les autres. Donc on a le fameux Kenneth, on a D.L. Armstrong et Rothstein. Par pur exemple de choses bizarres qu'il faisait, D.L. Armstrong a abattu son petit ami qui s'appelait James Roden, le 20 septembre 2003, donc quasiment un mois après l'histoire avec Brian. Et apparemment, ça aurait été une dispute à propos d'argent. Tiens, c'est bizarre. Mais elle a fait passer ça pour la légitime défense et à ce qui s'est passé. Bref, les States. En fait, ici, on parle carrément d'une addiction sur l'argent, genre les trois là. Et apparemment, la vente de drogue n'était pas assez. Ils avaient carrément pensé à tuer leurs parents pour toucher l'héritage. Bref, les States. Mais il y en a certains qui disent que Brian serait plus ou moins complice dans cette histoire. En fait, je vous rappelle, c'est quelqu'un d'assez enfantin, d'assez naïf, et du coup, apparemment, il aurait été assez manipulable. En fait, il était au courant de tout ce qui allait se passer ce jour-là, sauf qu'il n'était pas au courant que c'était une vraie bombe qui allait être mise sur lui. Mais c'est quand même assez flou comme théorie, parce que je vous rappelle qu'il est resté super calme dans la banque. Enfin, moi perso, même si je suis au courant du plan et qu'on me met une vraie bombe autour du cou, je suis quand même pas rassuré, quoi. Sur certains forums, il y en a qui disent aussi que Brian aurait une déficience mentale et que du coup il aurait juste pas réellement conscience de ce qui se passait. Après en soi, il a commencé à paniquer lorsqu'il était vraiment menotté au milieu des policiers, lorsque la bombe commençait à biper, donc est-ce qu'il aurait jamais été au courant que c'était une bombe et qu'il aurait vraiment paniqué pour sa vie au moment où il a compris tout seul que c'était une bombe? Vous vous rappelez que D.L. Armstrong avait tué son petit ami? Eh bien, en janvier 2005, elle a plaidé coupable pour meurtre au 3e degré et abus sur cadavre. C'est vraiment pas la joie. Elle a été condamnée entre 7 et 20 ans de prison, et des personnes pensent qu'elle l'aurait tué à cause de ce qui s'est passé avec Brian. Genre qu'il était au courant de trop de choses et que du coup fallait l'éteindre pour être sûr que personne ne sache la vérité. En avril 2005, D.L. Armstrong avoue avoir des informations sur l'affaire de Brian et elle accepterait de tout avouer à unique condition qu'elle se fasse transférer parce qu'à la base elle était au Muncie Correctional Institution. Oula. Et elle préférait être dans une prison du Cambridge Springs parce qu'apparemment là-bas il y aurait un minimum de sécurité qu'il n'y aurait pas à la prison où elle est actuellement. Je pense qu'elle en pouvait juste plus de la prison où elle était. Du coup, elle a dit « Vraiment, je suis en prison, donc autant être plus longtemps en prison, mais dans une meilleure prison. » Et oui, elle avoue avoir fourni le minuteur de cuisine pour faire la bombe. Elle a dit que Rothstein était le chef de la mission et que Brian était directement impliqué là-dedans. Fin 2005, Barnes, qui était en fait en prison à cause de problèmes de drogue, a été dénoncé par son beau-frère. Parce qu'apparemment, en fait, il aurait tout avoué à son beau-frère. Et du coup, le gars, il a juste dit « C'est chaud ce que tu me racontes, je vais aller tout dire à la police. » En même temps, frérot, tu racontes ça à ton beau-frère, genre. En juillet 2007, la procureure américaine Mary Beth Buchanan accuse D.L. Armstrong et Barnes pour crime. Elle dit que c'est D.L. Armstrong qui a tout orchestré. Et elle dit que Rothstein et Brian sont des co-conspirateurs non inculpés. Le 3 décembre 2008, Kenneth Barnes a été condamné à 45 ans de prison. Mais ces 45 ans ont été divisés par 2 lorsqu'il a témoigné contre D.L. Armstrong. Je vous avoue que les différentes dates où il s'est passé différentes choses, c'est un peu flou, mais c'est comme ça que ça a été dit sur la page Wikipédia. En plus, la page Wikipédia française, elle est vide. J'ai dû prendre la page Wikipédia anglaise qui était bien plus complète. Pareil pour les documentaires que j'ai trouvés sur YouTube, les documentaires les plus complets et les mieux faits, c'était les documentaires en anglais. Donc désolé si ma traduction n'est pas folle, mais normalement c'est bon, on a compris. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
En vrai, pour Halloween, on s'attend plus à des vidéos sur du paranormal et tout. Mais je me suis dit, vas-y, la plupart de mes vidéos actuellement sur YouTube, c'est que du paranormal. Donc, on va faire des choses un peu plus soft. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Mettez un petit commentaire pour mettre votre avis parce que ça fait plaisir. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à activer la cloche aussi. En tout cas, c'était Univ. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous la mif.